Elle est indépendante, possède un secteur financier important et se trouve étroitement liée à l'Union européenne. Une précision cependant, chaque accord conclu avec l'Union européenne respecte les règles dictées par celle-ci. On ne se débarrasse pas si facilement de ces détestables bureaucrates bruxellois. La Suisse est contrainte d'adopter des mesures très similaires à celles de l'Union européenne. De nombreuses sociétés financières se sentent frustrées de devoir faire leur travail de lobbying à Bruxelles plutôt que dans la capitale suisse. Les lobbyistes financiers britanniques peuvent préparer leurs valises. Et les clients? Doivent-ils s'inquiéter pour leurs économies si les transactions avec la City deviennent plus compliquées? Sûrement pas. 80% des transactions se font au sein même du secteur bancaire, plutôt qu'avec l'économie réelle ou les ménages. Cela concerne les transactions entre les banques d'investissement, plutôt installées à Londres, et notamment toutes les transactions sur les produits dérivés. En clair, les banques travaillent principalement entre elles. Le citoyen lambda est très peu concerné par la City de Londres. Mais alors, à quoi sert-elle vraiment ? En résumé, on peut dire que les activités du secteur financier aujourd'hui n'ont que très peu d'incidence positive sur l'économie réelle, quand elles ne sont pas nuisibles. À ce sujet, Paul Volcker, l'ancien directeur de la Réserve fédérale américaine, avait eu un bon mot. Pour lui, la dernière innovation financière véritablement utile avait été le distributeur de billets. Évidemment, c'est un peu excessif, il en sort bien des choses utiles. Mais la grande majorité des opérations dans la City de Londres n'a pas beaucoup d'effet sur les ménages. C'est bien entendu différent pour les banques qui gagnent de l'argent. Cela signifie que si ce secteur venait à disparaître, les entrepreneurs et consommateurs européens ne perdraient pas grand-chose. Les secteurs financiers français et allemands pourraient leur apporter tout ce dont ils ont besoin, et bien plus encore. Les perspectives ne sont pas réjouissantes pour les banquiers londoniens. La City de Londres, qui durant des années a lutté contre les réglementations trop strictes de Bruxelles, pourrait être le grand perdant du retrait britannique. Et le continent pourrait se réjouir d'en être débarrassé. La City de Londres comme grande perdante, ce serait une catastrophe pour la Grande-Bretagne. Abordons enfin notre dernier point, la politique extérieure européenne. Avec le retrait britannique de la force nucléaire européenne, la politique étrangère et de sécurité commune, comme elle se nomme, a subi une lourde perte. La Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France formaient en effet le Big Three, les trois grands de l'Europe. Ce n'est que lorsqu'ils tombaient d'accord que l'Union européenne parlait d'une même voix, ce qui était plutôt rare. Comme très souvent en Europe, les choses sont compliquées et une ligne directrice commune est difficile à déceler. Les choses sont-elles plus claires depuis le départ des Britanniques? Peut-on se passer de la diplomatie britannique? Ou l'Europe, privée de la Grande-Bretagne, aura-t-elle encore plus de mal à se faire entendre parmi les grandes puissances mondiales? Le monde en 2016. Un mouvement se dessine depuis plus d'une décennie. La Chine, l'Inde et le Brésil accèdent au premier rang. Le jeu des puissances mondiales est plus confus que jamais et l'Europe doit s'en accommoder. Sur les plans économiques, politiques, démographiques et aussi militaires, l'Europe est en train de céder sa place. Et c'est ce moment que la Grande-Bretagne choisit pour quitter l'Union européenne, laissant derrière elle un vide dans le domaine de la politique extérieure. Car l'ancienne puissance coloniale et mondiale entretient toujours un bon nombre d'excellents contacts à travers le monde. Il y a 100 ans de cela, la Grande-Bretagne régnait sur 25% des territoires et sur près de 25% de la population mondiale. Malgré la décolonisation, des liens subsistent. Les relations économiques et politiques restent étonnamment fortes. C'est un ancien empire. Ce pays sait de quoi il parle. La Grande-Bretagne, c'est le monde. Le ministère des Affaires étrangères britannique est sûrement le meilleur de l'Union européenne. Son influence s'étend à tous les pays, que ce soit en Afrique du Nord ou en Asie, et elle fera défaut à l'Union européenne. La Grande-Bretagne est également une puissance nucléaire et par là même un partenaire militaire indispensable au sein de l'OTAN comme de l'UE. Lorsque par le passé, l'Union européenne a engagé des opérations militaires, la Grande-Bretagne y tenait un rôle décisif.
Par exemple, lors de l'opération anti-piraterie Atalante, au large des côtes somaliennes. La coordination des bâtiments de guerre de 9 pays membres de l'Union européenne s'est faite depuis le quartier général situé à Northwood, en Angleterre, sous commandement britannique. Avec celui de la France, le budget alloué à la défense en Grande-Bretagne est l'un des plus importants de l'Union européenne. En dépit des coûts budgétaires qui n'ont pas épargné le pays, la contribution britannique représente à elle seule 20% du budget de la défense de l'Union européenne. Sous l'angle politico-stratégique, la Grande-Bretagne n'a pas besoin de l'Union européenne pour sa politique extérieure. Et sans l'entrave de l'Europe, elle peut se rapprocher d'un partenaire qu'elle a toujours favorisé, les États-Unis. Et ce, pour le plus grand bonheur des hommes politiques britanniques. Ils adorent parader. Ils sont bien plus vaniteux que leurs homologues français et allemands. Ils aiment jouer les gros poissons dans les petites mares, et si, avec l'aide des États-Unis, ils peuvent jouer les gros poissons dans les grosses mares, c'est encore mieux. Les calculs des Britanniques seraient-ils erronés? Il semblerait qu'aux yeux des États-Unis, la Grande-Bretagne ait perdu de sa prépondérance, comme l'a montré le dernier voyage du président américain à Paris et à Berlin. Angela Merkel et François Hollande sont désormais les principaux interlocuteurs européens des États-Unis. Dans les milieux bien informés, on parle d'une nouvelle orientation américaine. Sur ce point, les Américains sont très pragmatiques. Pour eux, la Grande-Bretagne était utile comme tête de pont vers l'Europe. Si Londres ne joue plus aucun rôle dans l'Union européenne, elle perd tout son intérêt. La Grande-Bretagne gardera son importance aux yeux des États-Unis, ne serait-ce qu'en tant que base nucléaire ou sous-marinière de l'armée américaine. Mais je pense qu'en termes de politique, et notamment de politique économique, elle va très certainement perdre de son influence à Washington. Les États-Unis doivent pouvoir négocier avec les grands. D'un point de vue économique, la Grande-Bretagne n'en fait plus partie. J'imagine que même si les négociations se poursuivent, la Grande-Bretagne verra ses options limitées, bien plus qu'elle ne l'avait envisagé au moment de quitter l'Union européenne. L'Union européenne, en revanche, bien qu'affaiblie au niveau de sa politique extérieure, profite des erreurs britanniques. Il faut bien avouer que lorsqu'il s'agissait du développement structurel de la politique extérieure, du renforcement des structures ou de l'amélioration des mécanismes de décision, la Grande-Bretagne était plus que réticente, notamment concernant la sûreté et la politique extérieure. Dans ces domaines au moins, le départ des Britanniques apporte un peu de changement. On peut désormais espérer atteindre des objectifs que la présence de Londres rendait inaccessibles. Comment le retrait britannique a-t-il modifié l'équilibre au sein de l'Union européenne? Les trois grands sont désormais au nombre de deux, la France et l'Allemagne, suivis de près par l'ambitieuse Pologne. La France se sent investie du rôle de leader. C'est le seul pays de l'Union européenne à siéger au Conseil de sécurité de l'ONU et de surcroît la seule puissance nucléaire européenne. Depuis des décennies, la France cherche à tenir un rôle de leader de la politique extérieure de l'Europe. Ce qui a débuté avec le général de Gaulle se poursuit. La France tente d'imposer ses vues en matière de politique extérieure européenne. Et l'Allemagne dans tout ça? Pendant longtemps, les Allemands se méfiaient de toute politique d'hégémonie. Quand on est responsable de 2 guerres mondiales, on se fait discret. La République fédérale s'est limitée ces dernières années à la célèbre diplomatie du portefeuille. La Grande-Bretagne, par son retrait, a mis Berlin au pied du mur. L'Allemagne ne veut pas être reléguée au second rang derrière la France. Elle prend plus d'initiatives, ou comme le dit la chancelière, dass das nicht nur Worte sind, die wir jetzt aussprechen, sondern dass wir hier auch Taten folgen lassen. Les temps changent. En 2011, lors de l'intervention militaire internationale en Libye contre Mouammar Kadhafi, l'Allemagne était encore restée en retrait. Mais en 2015, la République fédérale rejoint l'Alliance internationale qui renverse le dictateur syrien Bachar el-Assad. En conclusion, le retrait britannique a donné du poids à l'axe franco-allemand, élargi à la Pologne, en matière de politique extérieure, ce qui implique également une certaine rivalité autour du statut de leader européen. Pour l'Europe, c'est aussi une nouvelle occasion de parler d'une seule voix à l'étranger. Si cela n'a pas été possible avec la Grande-Bretagne, eh bien, cela se fera sans elle. Selon la petite histoire, Lady Astor aurait dit à Winston Churchill « Si vous étiez mon mari, j'empoisonnerais votre thé ». À quoi Churchill se serait contenté de répondre « Si j'étais votre mari, je le boirais ».
C'est un peu la même ambiance tendue que l'on retrouve dans les relations entre l'Angleterre et l'Europe. En fin de compte, tout le monde a quelque chose à perdre dans cette séparation. Et les Britanniques, peut-être plus que les autres. Un post-scriptum pour rassurer les amateurs de football. Au début de notre émission, nous nous demandions si les clubs anglais allaient rester en Ligue des Champions malgré tout. Et la réponse est oui. L'UEFA, l'Union européenne de football, n'est aucunement liée à l'Union européenne. Et même si la Manche paraît un peu plus large depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, les îles britanniques font toujours partie de l'Europe. Merci à tous pour votre attention. Nous vous souhaitons une très agréable soirée. Au revoir, auf Wiedersehen et goodbye.